de nous aider avant de s'aider à fouiller ces documents-là. Ces difficultés qui jalonnent le parcours des personnes handicapées en général sont symptomatiques de l'inexistence de politiques de développement des institutions publiques en charge de l'intégration sociale des personnes handicapées. Cette partie du problème semble trouver un début de solution dans la création de la direction de la réintégration et de la réadaptation des personnes handicapées. À ma prise de service dans ce département, il y a du travail qui se faisait pour les handicapés, mais il n'y a pas une direction spécifique. Si bien que quand les handicapés viennent dans le ministère, ils n'ont pas une direction fixe. Or, c'est des personnes qui ont souvent, parfois, des difficultés à se déplacer. Donc, il faudrait que, quand ils rentrent dans le ministère, ils sachent à qui s'adresser. C'est cela qui nous a amené à créer une direction spécifique. Cela permet aussi de s'occuper particulièrement de leurs problèmes, de les écouter particulièrement et de ne pas mêler leurs problèmes dans l'ensemble des problèmes des autres couches vulnérables de la société. Il s'avère que les personnes handicapées, quand ils sont à l'âge adulte, ne bénéficient pas de l'appui de certaines institutions par rapport aux problèmes de leur mobilité. Et c'est pour cela que le ministère a mis en place, au niveau de la direction du développement social et de la solidarité, un système de secours que nous appelons secours, soit secours orthèse-prothèse, soit secours béquille, secours canne blanche, secours canne anglaise. Bref, tout ce qui sert à la mobilité des personnes handicapées peut être obtenu au niveau du ministère à travers la direction du développement social et de la solidarité. Il suffit que la personne handicapée qui est dans le besoin s'approche du centre de promotion sociale de sa localité, qui lui dira le dossier à constituer pour pouvoir bénéficier de ce genre d'appui. Mais en dehors de ça, au niveau des localités, il y a le programme RBC. Les personnes handicapées peuvent aussi s'adresser aux agents techniques du programme RBC et bénéficier de tout ce qu'il leur faut pour leur mobilité. Sur le plan de la formation professionnelle, 2 centres de formation assurent l'insertion sociale des handicapés moteurs du Bénin. Le centre de formation professionnelle des personnes handicapées d'Akasato, à 15 km à la sortie nord de Cotonou, et celui de Peporiakou, à 7 km au nord de Natitengu. Ces 2 centres sont le fruit du partenariat du gouvernement béninois et du programme des Nations Unies pour le développement. Ces centres offrent des filières de formation en tissage de pagne, en agro-pastoral et en informatique. On n'a pas eu de difficulté à les encadrer par rapport aux personnes aptes. Donc, c'est des gens qui ont des compétences extraordinaires et qui ont eu à mener des activités sur le terrain qui, s'il faut le dire, ont surpris plus d'un. D'abord au niveau de leur réaction, c'est des gens qui sont... Au début, on a été très inquiets par rapport à la manière dont ils doivent suivre les cours. Mais, comment servir les aliments, par exemple, dans les poulaillers, on s'inquiétait. Mais facilement, malgré qu'ils sont en train de traîner par terre, ils ont pu servir les aliments. Et ça fait une surprise pour moi, en tant que chargé de la formation technique agricole. Maintenant, quelque part à côté, c'est des gens qui nous ont surpris quand nous avons introduit le programme de métissage des poulets. C'est des gens qui ont pétri la terre, ils ont fait de mues en banco. Les mangeoires que vous avez vus dedans, c'est des mangeoires qu'ils ont fabriqués eux-mêmes ici. On leur a appris comment on fabrique des mangeoires avec les tôles galvanisées, ils ont pu le faire eux-mêmes. Donc bref, c'est pour vous dire que c'est des gens, on a de la passion à les encadrer. Et pour être honnête, j'ai appris beaucoup d'eux. Beaucoup.
Au dernier passage de Madame le ministre ici, elle a souligné qu'il faut faire participer les parents des personnes handicapées. Donc une sensibilisation se fera à leur niveau. Ils sauront que les enfants viendront, ils seront logés et nourris, mais il y a certaines petites dépenses qu'eux-mêmes ils doivent être capables d'assumer. Quand j'étais sur le terrain, j'ai eu à envoyer des personnes handicapées au centre de formation de Pepuriakou pour leur formation. Et à la fin, ils sont revenus avec un minimum d'équipement. Ce qui nous a permis de les suivre, de voir les parents pour qu'ils leur trouvent un atelier afin qu'ils puissent exercer le travail. Ce qui n'a pas été totalement bien respecté par les parents, parce que pour les parents, au nord ici, la mentalité, je crois d'une manière générale au Bénin, la mentalité des parents, c'est que la personne handicapée ne peut pas faire autant qu'une personne valide. Alors, il ne faut pas beaucoup se gêner pour elle. Il y a un handicapé à Niki qui fait notre fierté. Nous l'appelons généralement doyen. Doyen a été formé ici, il a appris le tissage. Quand il est rentré, il a ouvert son atelier. Non, d'abord il a travaillé au centre de promotion sociale, où il a eu à former des gens. Je crois que présentement, il a son atelier où il forme les personnes aussi bien valides que personnes handicapées. La nouvelle approche du ministère, c'est que ces personnes handicapées formées dans ces centres, désormais, doivent essayer de se mettre par groupe de 2 ou 3, quitte à bénéficier des crédits que le ministère octroie à travers les fonds qui existent déjà. Il y a des directions de fonds qui appuient les groupements de personnes valides. Bon, pourquoi pas les personnes handicapées aussi? Parce que de plus en plus, il faut qu'on puisse quand même essayer de mettre fin à une certaine marginalisation, mais tout en essayant de promouvoir la marginalisation positive, en ce sens que pour ces personnes handicapées, on peut peut-être chercher à leur accorder certaines conditions pour pouvoir essayer de faciliter l'égalisation des chances que nous prônons souvent. Depuis 1989, l'intégration socio-professionnelle des handicapés moteurs se fait selon une approche participative développée par le programme de réadaptation à base communautaire. Le principe fondateur de ce programme est la formation et l'appui à la réinsertion du handicapé dans son milieu naturel. Elle est née avec une jambe un peu plus courte que l'autre. Donc elle n'a pas, le fémur est trop court par rapport à la normale. Donc pour cet enfant, nous avons fait un appareillage qui lui permet de se déplacer très aisément. Actuellement, son appareillage est usé et elle utilise une béquille. Où est ta béquille? En attendant que nous lui refassions son appareillage en bonne et due forme à l'OCOSA. Mais en plus de l'appareillage, bon, elle va à l'école. Actuellement, elle est au CE1, donc elle poursuit son circuit scolaire normalement. On s'appuie sur les populations, on s'appuie sur leurs ressources, sur leur participation pour que les personnes handicapées qui vivent dans les communautés aient un mieux-être. Donc c'est une réadaptation basée sur le développement communautaire. Et c'est comme ça que vers les années 88, après une étude dans 4 départements de notre pays, surtout les départements du sud et du centre, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose pour la prise en charge des personnes handicapées. On s'est rendu compte qu'il n'y avait que des institutions. Et ces institutions étaient surtout au niveau des chefs-lieux. École de sourds, école d'aveugles, qu'est-ce qu'il y avait, centre d'appareillage. Et c'est là que l'État béninois, c'est-à-dire le ministère du Travail et des Affaires sociales à l'époque, avec l'Organisation mondiale de la santé et une ONG française, ont étudié la situation et se sont rendus compte que nous pouvions, dans notre pays, essayer d'expérimenter l'approche à base communautaire de la réadaptation. L'originalité du programme RBC au Bénin,
c'est la création des espaces contacts, soutenus et financés par l'ONG suisse Genève Tiers-Monde. Le Bénin a innové en créant ce que nous appelons des espaces contacts, donc des cadres appropriés pour permettre aux familles, aux personnes handicapées et à toutes les populations de se voir, d'échanger sur leurs difficultés, d'échanger également sur leurs expériences pour que le handicap ne soit pas vécu comme une fatalité, mais plutôt comme une différence qui permet également d'évoluer et de mieux se porter. Le Genève Tiers-Monde a soutenu différentes choses, donc la création d'espaces contacts et l'équipement de certains espaces contacts, ainsi que le budget pour le fonctionnement même du programme RBC, qui consiste à notamment payer quelques frais d'essence, de véhicules, des indemnités, des salaires, etc. Aujourd'hui, les salaires sont pris entièrement en charge par le ministère. Ici, nous sommes à l'espace contact de Cotonou 2. C'est le premier centre pilote créé en 1989. Comme vous le voyez, nous faisons la rééducation pour les enfants handicapés. Dans la première période, vous voyez les mamans qui sont en train de faire la rééducation fonctionnelle. Et là, il y a des échanges d'idées parce que nous avons appelé ce centre l'espace contact. La seconde période, nous faisons la préscolarisation là. Et à la troisième période là, les enfants qui ne parlent pas, nous faisons des exercices de démutisation. Et là, il y a des enfants qui retrouvent la parole et après ça, on les envoie à la préscolarisation. Il y a d'autres mamans qui préfèrent garder leurs enfants à la maison, les enfants handicapés en question. Donc, croyant que c'est le mauvais sort, ces enfants n'ont plus droit à quoi que ce soit, donc que de rester à la maison. Une fois nous faisons notre sensibilisation, on les récupère dans ce centre. Et entre elles, elles font des échanges. Et ces échanges constituent à se parler de l'handicap. Et puis là, quand la maman qui aime garder son enfant à la maison voit les autres mamans, elle sent qu'elle n'est pas la seule au monde qui a un genre d'enfant handicapé, quoi. Les espaces contacts sont de véritables centres d'encadrement et de prise en charge de la personne handicapée. C'est le point de départ à partir duquel les cas de handicap qui doivent bénéficier des soins médicaux spécifiques sont référés vers les hôpitaux spécialisés pour la chirurgie orthopédique. Ils sont ensuite orientés vers les centres d'appareillage et de rééducation fonctionnelle Bethesda de Lokossa et au centre d'appareillage et de rééducation fonctionnelle d'Abomey. C'est le feu Monseigneur Robert Sass qui a initié un centre comme ça depuis 1988. Au cours d'une journée internationale des personnes handicapées, nous sommes allés dans les villages et nous avons vu des personnes handicapées qui étaient dans un état déplorable et on a pensé faire quelque chose pour ces personnes handicapées, d'où l'idée de créer un centre pour soulager leurs conditions de vie. Quand on n'avait pas un centre disponible chez nous, donc on prenait les enfants, on les faisait consulter à Fagnan avec le frère Florent qui les opérait et nous les renvoyait. Donc depuis la création, ces enfants sont internés au centre Bethesda et soignés en rééducation comme en appareillage. Le centre d'appareillage orthopédique et de rééducation fonctionnelle est une initiative, c'est pour un privé, mais avec l'appui de Terre des Hommes qui a pour souci de donner un mieux-être aux enfants handicapés d'abord, aux enfants en général et aux enfants handicapés en particulier. Donc c'est par rapport à ça que le centre a été créé en 1997
pour pouvoir domicilier la chirurgie orthopédique au Bénin. Sinon, la chirurgie orthopédique se faisait au départ au Cameroun, mais par la suite au Togo, à Afanya, ce qui crée beaucoup de problèmes. Puis ça engendre beaucoup de moyens financiers et ça crée des problèmes aussi au niveau des familles qui se déplacent pour longtemps en territoire étranger. Donc c'est par rapport à ça que Terre des Hommes a initié ce centre avec un opérateur privé. Et depuis là, on fait beaucoup de choses, les orthèses et les prothèses qui soulagent beaucoup de personnes handicapées moteurs. Depuis que le centre a été créé, il y a au moins 600 enfants de Terre des Hommes qui sont passés, qui ont bénéficié des prestations du centre. Mais comme le centre étant un centre privé, l'opérateur ne doit pas se baser seulement sur les enfants. Il prend d'autres personnes, des personnes âgées, pour pouvoir avoir un peu de sous. Donc il y a des adultes aussi qui passent dans le centre et ils sont environ 400. Donc depuis la création jusqu'à ce jour, il y a au moins plus de 1000 personnes qui sont passées et qui ont bénéficié des prestations et qui ont retrouvé leur autonomie à la marche. Terre des Hommes a identifié un nouveau partenaire qui est le ministère de la Famille. Donc c'est avec ce partenaire que moi je travaille aujourd'hui. Et ce partenaire qui est le ministère de la Famille fait beaucoup pour les enfants. La preuve, avec toutes les difficultés financières que le Bénin a connues cette année, le ministère a eu quand même à dégager un fonds pour que les enfants soient opérés. Vous les avez vus dans le centre. Donc je crois que le partenariat qui avait été initié avec Terre des Hommes continue même avec le ministère de la Famille. Espérons que les années à venir, cela puisse se poursuivre. À l'image du centre Bethesda, plusieurs autres centres privés confessionnels s'emploient à donner aux enfants handicapés, souvent issus de familles pauvres, l'espoir d'une vie sociale épanouie. Au centre Siloé de Djanglamé, les religieuses du cœur de la charité redonnent l'espoir aux cas de handicap les plus désespérés. Ici, on apprend à garder le sourire et à tisser l'espoir du bout des doigts. Certains parents viennent avec les enfants. Ils sont au nombre de 47. Il y a ceux qui ont perdu complètement la vue. Et 5 comme ça, bien 6 comme ça, qui voient un peu. Nous avons les classes à partir de cours maternels jusqu'au CM2. Et chaque année, on présente les enfants au CEP. Et après leur CEP, ils n'arrivent pas à continuer l'école parce qu'on n'a pas les moyens. Bon. Ils reviennent continuer les activités manuelles. Nous faisons le tressage de fauteuils, de tabourets, de chaises, de guéridons et autres. Au centre Vidjani de Décamé, tous les enfants ont les mêmes droits. C'est là tout le sens du travail intense qui se fait ici dans le plus grand anonymat. Des enfants déficients mentaux abandonnés retrouvent au centre Vidjani une vie de famille, même s'ils sont rejetés par leur famille originelle à cause de leur handicap. À Natitengu, la seule école d'aveugles est une initiative privée que dirige Paul Kwakire, premier directeur du Centre des aveugles de Segbeya. Une fois à la retraite, il a transposé dans son milieu d'origine une œuvre qu'il a commencée au Centre des aveugles de Segbeya. Son travail prend plutôt l'allure d'une bataille contre les préjugés sociaux dans une région où les maladies cécitantes sont légion et où la personne handicapée est considérée comme l'héritier de l'arrière-cour. Depuis bientôt 12 ans, 13 ans, nous avons eu plusieurs promotions et actuellement, il y en a qui sont au collège, d'autres ici à l'école primaire. Au collège, nous avons 7 et 8 élèves, dont 2 brevetés cette année. Donc, nous avons pensé que ces enfants pouvaient
avec le concours des uns et des autres, pouvaient accéder au savoir, au savoir-faire et, pourquoi pas, aux connaissances d'une manière générale. Aucune société n'est faite d'un côté les handicapés, de l'autre les voyants. Même dans la famille, quand vous avez 2 enfants handicapés, vous les acceptez, vous les gérez d'une manière générale. Donc nous avons pensé que désormais, les enfants voyants vont venir ici et vont vivre avec les autres. Ensuite, ils vont apprendre à jouer et à travailler avec nos aveugles. Dès lors qu'ils travaillent ensemble, alors qu'à l'école, en classe, après les résultats, ils vont constater que les enfants aveugles, quelquefois, peuvent les dépasser, peuvent être premiers, ils vont les respecter. Et là, le respect mutuel s'installe. Je suis premier de ta classe, je n'ai pas Dieu, je ne vois pas, mais je suis premier de ta classe. À partir de ce moment, tu dois me respecter. Ce n'est pas le travail qu'on s'impose. Le travail d'encadrement et de promotion des personnes handicapées est un véritable don de soi, à la limite un sacerdoce. Les résultats obtenus donnent tout de même des raisons de continuer et de mettre en synergie toutes les initiatives d'où qu'elles viennent. Récemment, nous avons signé des arrêtés qui définissent le cadre de coopération avec chaque groupe. Nous travaillons vraiment avec les associations de personnes handicapées qui intervenaient déjà dans le cadre avec le ministère et d'autres qui interviennent et nous les aidons, nous essayons de les aider dans la mesure de nos possibilités parce que nous n'avons pas un budget très colossal, nous avons un petit budget et avec ce petit budget-là, nous arrivons à faire quelque chose. Nous arrivons aussi à les faire connaître sur le plan international par les institutions africaines et mondiales qui œuvrent dans ce domaine-là. Nous les aidons à solliciter les partenaires au développement. Donc nous sommes en très bon terme avec ces ONG qui interviennent, que ce soit des ONG confessionnelles ou non confessionnelles, qui font du travail sérieux avec les personnes handicapées. Nous avons de très bonnes relations avec eux. C'est notre souhait, si on pourrait avoir cette collaboration avec le ministère, ce serait une bonne chose parce que le centre a des problèmes. Et ces problèmes, c'est un problème de matériel, un problème de suivi, un problème de machines ou de personnel. Et le diocèse n'étant pas capable de recruter des gens et les payer, donc on voudrait un appui financier régulier avec le ministère. S'il faut établir une collaboration, sinon un contrat, c'est notre souhait de faire ça avec le diocèse et le ministère. Nous n'avons pas un statut gouvernemental, c'est essentiellement privé. Donc il n'y a pas de texte qui recommande qu'un centre comme celui-là à caractère privé soit aidé par le gouvernement. Mais de temps en temps, nous recevons quand même quelque chose. Mais il faut reconnaître que nous avons de sérieuses difficultés dans le fonctionnement du centre, surtout au niveau des salaires des enseignants.